tu allies aussi ta passion, la photo, la vidéo. C'est accrochant en fait. Donc je regarde, je me dis, ah ouais, pas mal. C'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ouais. Derrière, j'avais un entretien pour ce que je pensais être la carrière de ma vie. J'ai eu une expérience de dingue. Je sais que j'aimais bien toucher à la mécanique, toucher au moteur, ça me faisait vibrer. Donc j'ai pris cette décision-là. Moi, j'aimerais vraiment que tu nous partages ta notion de commercial pur en fait. Pour moi, le client, c'est l'élément principal. La marque BRP, Bombardier Recreative Product. T'as vu mon anglais? Yes, very good. J'ai pas compris ce que t'as dit. Plaisir partagé, monsieur Romain. Monsieur Romain, ça c'est rigolo ça. Elle n'aura jamais réussi à me dire tu une seule fois. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Clermont Loisirs, concessionnaire officiel Can-Am en Auvergne. J'aimerais bien vous dire que j'y suis pour acquérir un de ces beaux engins, mais ce n'est pas le cas, ou du moins pas encore. Je n'ai pas le permis. Par contre, ce que j'ai, c'est un micro et dans ce nouvel épisode du Jessie Talk, j'ai l'opportunité ou du moins le privilège de recevoir Romain Légéard. Pour la petite histoire, Romain fut mon tuteur de stage quand je travaillais chez Orange et aujourd'hui, il nous parlera de son parcours en tant que commercial, business developer en quelque sorte ou encore de ce rebondissement professionnel puisqu'il est en charge actuellement chez Clermont Loisirs du développement commercial. C'est un passionné de l'univers automobile et aujourd'hui, dans le Jessie Talk, il aura l'opportunité de nous partager en fait ses choix de carrière. Il nous parlera également du métier de commercial, sa vision du métier de commercial et il aura certainement des conseils à donner à des jeunes qui veulent se lancer, donner un autre sens à leur vie, à leur parcours académique ou professionnel parce qu'il s'y connaît. Alors dans le Jessie Talk, Romain Légéard, c'est maintenant. Let's talk! Bonjour Romain, comment vas-tu? Bonjour Jessica, ça va très très bien. Et toi? Ça va très bien également. Je suis très contente de te recevoir dans le Jessie Talk et je le disais au début, juste pendant l'intro, tu as été mon tuteur de stage chez Orange et aujourd'hui je te reçois dans mon podcast. Effectivement, tu as été donc une super stagiaire qui aujourd'hui tu étais une stagiaire déterminée et réellement voilà, tu as envoyé du lourd quand tu es venue en stage dans mon agence chez Orange. Ouais, c'était bien. J'ai aussi eu un très bel accompagnement de ta part et voilà, ça nous a mené au succès puisqu'on a eu j'ai eu une mention très bien, mais c'est également parce que j'ai été bien accompagnée. C'était au top. Ouais. Alors aujourd'hui, je te reçois parce que justement, tu as un parcours assez intéressant et on parlera de ton parcours, on parlera de ton métier parce qu'aujourd'hui, on est dans les locaux de Can-Am, des véhicules assez balèzes. tu nous en diras très imposant. Tu nous en diras un peu plus l'utilité, à quoi ça sert, etc. Parce que moi, je ne m'y connais pas du tout et je pense que peut-être ceux qui nous regarderont aussi ne s'y connaissent pas. Alors, juste, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours? Tu as fait un bac pro mécanique et un BEP? C'est ça. J'ai commencé par un BEP mécanique automobile. Ouais. Maintenant, c'est des véhicules automobiles particuliers. C'était comme ça que ça s'appelait avant. Ouais. J'ai fait 2 ans. Ensuite, une fois que j'ai fait mon BEP, je voulais sécuriser mon parcours en continuant sur un bac professionnel. Tout à fait, d'accord. Et durant les différentes périodes de stage, puisque j'étais en formation initiale, donc j'avais des cours et des stages, je n'étais pas en apprentissage. Pendant les stages en fait, que j'ai réalisés en bac pro, quand j'étais en mécanique, je réparais les véhicules des clients à l'arrière, à l'atelier, et je ne restituais pas le travail accompli aux clients. C'était les personnes qui étaient à l'avant, qui avaient cette chance de pouvoir côtoyer le client, de pouvoir restituer le véhicule et puis de leur dire entre guillemets que tout se passait bien et que leur véhicule allait bien. Et ça aujourd'hui, ça m'a un petit peu chagriné. Donc j'ai demandé pendant l'un de mes derniers stages en concession Peugeot, j'ai demandé donc de passer à l'avant, d'être à la réception. Et en fait, ça a été une révélation. C'est-à-dire que la seule semaine que j'ai faite à l'avant, elle a envoyé exactement. Elle a envoyé tellement de choses positives que je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai besoin, c'est oui d'un accomplissement avec mes mains. Effectivement, c'est ce que je recherchais. Mais en fait, c'est peut-être pas totalement ça. Et c'était réellement en fait de pouvoir avoir une relation humaine avec des personnes et de les accompagner dans une démarche dans laquelle ils avaient besoin. Donc à partir de là, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qu'il pouvait y avoir pour avoir cette relation-là. C'était du côté commercial. Tout à fait. Ça a été compliqué puisque l'étape d'après c'était le BTS, brevet de technicien supérieur. Mais vu que j'avais fait 2 ans en mécanique auto pour le BEP, 2 ans en bac pro, j'avais eu un cursus purement
typé manuel, professionnel, pas du tout commercial. Donc les écoles aujourd'hui dans lesquelles je postulais, c'est pas qu'elles ne m'acceptaient pas, mais elles me disaient vous avez quand même peu de chance face à des personnes qui sont en cursus scolaire pur commercial, alors que vous venez d'un métier manuel. Et en fait j'ai fait des entretiens, plusieurs entretiens avec des directions de directeurs entre guillemets d'écoles. Et il y en a une à la herderie qui, à la suite de cet entretien, qui était juste avant l'acquisition juste avant que je puisse avoir mon diplôme en bac, me dit si tu as ton bac, on te prend de suite. Bien. Et j'ai dit ok, bah là ce qu'il me reste à faire c'est avoir mon bac. Et du coup je vais pouvoir rentrer en BTS, force de vente, NRC, négociation relation client, donc du B2B professionnel à professionnel. J'ai la chance de pouvoir peut-être y rentrer. Et à partir de là, j'ai tout donné pour avoir mon bac. Et il me semble que je l'ai eu avec mention assez bien. Ce qui pour moi, à l'école, c'était déjà énorme. Énorme. mais c'est incroyable. Donc, tu as un parcours à peu près purement mécanique. Et justement, tu as ce stage-là. Finalement, les stages sont super intéressants. Parce que lors de ce stage, voilà, tu es un peu en back-office, en quelque sorte, en griffe. Mais tu veux aller de l'avant, avoir cette interaction avec le client. Et là, tu découvres que en fait, c'est ce qu'il te faut, en fait. C'est ce qu'il faut pour te driver. En fait, quand tu es en troisième, aujourd'hui, on te demande de choisir un parcours. En troisième, tu es jeune. J'ai eu la chance de pouvoir, à l'endroit où j'étais en Vendée, faire des saisons. Donc je travaillais tous les étés, donc j'avais déjà cette notion un peu du travail, même si aujourd'hui j'étais jeune, je touchais de la patte dans certains métiers, c'était de la restauration, c'était pas du tout la mécanique, mais je touchais le monde de l'emploi. Et en troisième, quand on m'a dit il faut choisir, je savais pas où je voulais aller, mais en fait je sais que j'aimais bien toucher à la mécanique, toucher au moteur, ça me faisait vibrer, donc j'ai pris cette décision-là. Mais c'est vrai que c'est tôt aujourd'hui en troisième de demander à quelqu'un qui est en troisième, je sais pas trop quel âge on a en troisième, je m'en souviens pas, et voilà, mais 13-14. Voilà, 13-14 ans, c'est super tôt, et se dire demain ton métier d'avenir à 13-14 ans tu l'as choisi, c'est dur. C'est dur, donc il faut savoir pendant les années qui vont suivre toucher du doigt un peu tout ce qu'on a envie de toucher, se dire qu'on n'est pas verrouillé, c'est pas parce qu'on choisit une école qu'on est totalement verrouillé dans le parcours qu'on va avoir durant toute sa vie. C'est ça. Et puis être assez souple dans son mental pour se dire voilà, j'accepte de rebondir, même si c'est pas dans le sens dans lequel je suis allé, je rebondis pour demain. Pour demain, exactement, c'est très beau ce que tu dis. Donc du coup, juste après, tu as embauché chez l'entreprise qui te promet te prendre dès que tu as le bac pro. Alors l'école, effectivement, l'école pour accéder au BTS, toujours en parcours initial. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, sorti du bac pro, je travaillais toutes les saisons effectivement en restauration, donc je touchais plus que du doigt aujourd'hui le monde du travail. J'ai fait des grosses saisons en restauration, avec le travail la nuit en boîte de nuit, pour pouvoir me financer mes études par la suite. Donc je souhaitais cette indépendance-là. Travailleur, et c'était important pour moi de l'été, travailler et vivre aujourd'hui cette expérience professionnelle. Si le BTS, je le faisais en apprentissage, je pense que j'aurais jamais eu le diplôme. Parce que je me serais tellement concentré sur le travail dans lequel j'étais et pas sur mes études, que j'aurais quitté ou j'aurais lâché l'école. Parce que j'aurais pas eu ce cadre qui m'aurait été mis en parcours initial avec les stages que j'ai pu avoir sur le parcours dans lequel j'ai fait, celui que j'ai eu. Donc BTS, 2 ans. 2 ans pas si évident que ça, parce que clairement on m'avait prévenu. Un grand virage, premier grand virage de ma vie, où aujourd'hui tu passes de quelque chose de manuel à quelque chose de, je sais pas trop comment le dire, mais c'est un état d'esprit, un savoir-être, une façon d'être. Et en fait, là tu te dis, ah oui, en fait le parcours et le commercial qu'on entend, ou la vente, dans le mot à proprement parler, waouh, c'est plus dense que ce qu'on ne pense. Ça s'apprend. Oui. Je me permets de rebondir. Tu parlais justement du fait que tu as préféré, c'était judicieux pour toi d'être en parcours initial, justement pour pouvoir avoir de A à Z un accompagnement et pouvoir être focus vraiment sur tes cours, etc. Et je pense que c'est bien parce qu'il faut se connaître. Il faut se connaître, savoir qu'est-ce qui est plus adapté à sa façon de travailler, parce que beaucoup sont en alternance. L'alternance, c'est ce qui est actuellement prisé chez les jeunes étudiants, parce que je suis également en alternance. Et paradoxalement, contrairement à toi, moi je me dis, il me faut faire quelque chose juste pour toucher du doigt ce que je suis en train d'étudier en fait. Mais c'est bien, le plus important, c'est pas vraiment la façon dont on le fait, c'est le choix qu'on fait en fait. Il te convenait, il t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui, puisqu'on parlera de
faut essayer de se connaître. C'est ça. Si derrière tu sens que si tu fais de l'apprentissage, tu vas complètement décrocher du scolaire, hein, du parcours initial, alors à partir de là, il ne faut pas que tu sois en apprentissage. Il faut te dire, ok, je vais me brider en parcours initial, je ferai des stages, et puis quand ce sera le moment venu, je lâcherai tout pour rentrer dans une entreprise et donner mon maximum. C'est ça, c'est exactement ça. Tu parlais du métier de commercial. Actuellement, le métier de commercial, mais bon, c'est même pas actuellement, depuis toujours en quelque sorte, a souvent été très mal perçu parce qu'on perçoit le commercial comme celui qui veut vendre à tout prix. Vendeur-voleur. Vendeur-voleur, faire du chiffre d'affaires, faire du chiffre. Donc, il y a une très mauvaise perception. Le commercial, c'est pas forcément ça. Moi, j'aimerais vraiment que tu nous partages ta notion de commercial pur, en fait. Commercial, pour moi, c'est un mot que j'aime pas trop. Aujourd'hui, commercial, vendeur. Oui, c'est ce que j'exerce aujourd'hui, mais si tu veux, je l'exerce d'une façon différente effectivement à l'époque où c'était faire du chiffre. Aujourd'hui, pour moi, le chiffre vient si tu es dans un premier temps dans l'écoute de ton client. On dit toujours que ça, c'est la base, mais si à un moment donné, tu écoutes ton client, tu comprends bien sa demande et que tu commences à comprendre là où il a envie d'aller, parce que quand un client vient te voir, ça part d'une action qui fait qu'il a envie de se faire plaisir sur. C'est ça. Okay. Il y a très peu de métiers où il y en a des métiers, et j'en ai connu puisque du coup j'ai exercé là-dedans, mais il y a des métiers où c'est pas obligation, mais le plaisir, c'est pas forcément la priorité. C'est que c'est quelque chose où on n'a pas le choix, donc on y va par un peu dépit, on y va avec un peu de recul, en se disant, ben voilà, j'ai besoin de ça obligatoirement, sinon je peux pas vivre, avec des guillemets. Et donc du coup, je vais aller voir une personne qui va me conseiller. Ça, c'est une première phase. Et puis il y a la phase d'aujourd'hui, où aujourd'hui je vends du récréatif. Les clients qui viennent à moi, c'est pas parce qu'ils ont une obligation d'avoir ça, c'est parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. Donc, forcément, moi, mon métier, il s'adapte à ça, il change. Ma façon d'être, elle change aussi. Je suis plus, entre guillemets, dans trouver une solution à un problème, mais je suis dans comment je vais pouvoir réaliser le rêve ou comment je vais pouvoir réaliser et amener le client à se faire plaisir avec quelque chose que j'ai, les produits que je propose au quotidien et puis après sur les différents week-ends qu'il aura, ou les semaines, ou les vacances, ou voilà. Donc, vous vendez, Canam, c'est des véhicules de plaisir. On va y revenir. Tu as un parcours vraiment très commercial. C'est vraiment ce qui te drive. Moi, j'aimerais savoir, quand tu as commencé, là, tu as commencé tout doucement. Tu as eu 7 ans dans une entreprise de téléphonie dont je ne me souviens plus. Alors j'ai fait un tout petit peu moins dans une entreprise qui était Welcome. Anciennement Telencom, c'était un multi-opérateur dans la téléphonie, donc qui distribuait Bouygues, Coriolis, qui distribuait en fait différentes marques, différents opérateurs, des accessoires, et voilà, on faisait plein de choses autour de la téléphonie. Et ça a été une entreprise école, c'est-à-dire que c'était une entreprise où j'ai été vendeur, conseiller client. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir passer en adjoint sur une des boutiques. Et ensuite, on m'a proposé de devenir animateur réseau. Donc de développer en concept shop-in-shop. Donc en gros, c'est dans les magasins de téléphonie, d'ouvrir une autre entreprise qui fait la réparation de téléphone. Donc point service mobile. Les PSM aujourd'hui, quand on voit des PSM un peu de partout, ce sont des stands de réparation. Aujourd'hui, ces corners-là, on les mettait dans les boutiques, ce qu'on appelle le concept shop-in-shop. Et donc, j'étais en charge de développer sur l'ensemble du réseau ces magasins-là. On était 2 animateurs. Donc, du coup, on s'est partagé l'ensemble du réseau à 2 animateurs. Et ce qu'on a fait, j'espère, de la meilleure des façons. Et voilà, aujourd'hui, on voit dans les magasins de l'occasion des téléphones reconditionnés. Voilà, c'est que ça a apporté quelque chose de grand. Ça a été fructueux, C'est ça. Mais c'était une entreprise à taille humaine. Voilà, on était très local. Une quarantaine de magasins quand moi j'y étais. Et à un moment donné, dans la téléphonie, j'ai commencé à avoir cette envie, perspective de carrière, d'aller chercher un groupe qui aujourd'hui a les reins, entre guillemets, pour te dire, ok, là je suis rentré dans un grand groupe. Donc Orange. Et à partir de là, chez Orange, effectivement, j'ai fait mes 7 ans et demi chez Orange pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Tu parlais d'animation réseau.
en quoi ça consiste? Parce qu'en fait, il faut savoir, dans le JC Talk aussi, c'est pour parler à des jeunes qui ne savent pas trop vers quelle orientation professionnelle donner à leur vie. Et en t'écoutant, en fait, un jeune peut avoir l'envie de se diriger vers tel ou tel type de métier. Si tu peux nous en dire un peu plus. Alors le poste d'animateur réseau, comme il était sur la société dans laquelle j'étais, Welcome, c'était donc le développement de ces corners. Oui. En corner dans un magasin. Et donc forcément, il fallait former l'humain qui derrière allait réparer les téléphones, puisque à la base, celui qui réparait les téléphones, c'était pas un réparateur de téléphone. C'était un commercial, un vendeur ou un conseiller de vente, comme je pouvais l'être, qui avait envie manuellement d'aller s'approcher d'un téléphone et de le réparer. Donc il a fallu convertir aujourd'hui des conseillers à réparer des téléphones, leur apprendre les bonnes manières, les bonnes techniques. Donc en amont, nous, on a été formés par le groupe pour pouvoir redistribuer notre savoir-faire à ces techniciens, à ces conseillers. Et ensuite, une fois que ces conseillers étaient en place, c'était de suivre l'évolution du corner, la gestion administrative, la prise en charge des clients, le SAV des pièces, l'approvisionnement, la commande des pièces, savoir s'ils étaient toujours à jour dans les sorties des téléphones avec les nouvelles technologies qui arrivaient. Donc automatiquement, il y avait un vrai suivi. Et l'animateur aujourd'hui, c'était ça. C'était d'animer toujours le point réparation dans le magasin avec ce fameux conseiller ou ces fameux conseillers qu'il y avait, de les animer au quotidien et de leur dire, on va faire grandir le corner et on va avancer ensemble pour que derrière ce corner dégage du résultat. Et après, je me mettais en relation avec les DV, les directeurs des ventes, pour pouvoir justement financièrement arriver à équilibrer la balance et que tout se passe au mieux quand on isole une personne de la vente, qu'elle fait de la réparation, qu'elle dégage du résultat autant que si elle était en vente pour pouvoir équilibrer du coup le résultat interne. C'est intéressant, ça c'est un travail de bout en bout assez minutieux quand même. Il y a tout un parcours, un process à mettre en place, mais c'était bien parce que réellement tu construisais pas à pas ce que tu souhaitais développer et le groupe te faisait confiance. Ça c'est énorme. Donc d'un côté, moi j'ai été attiré par un grand groupe qui perspective de carrière. Et puis Welcome qui était une entreprise école, petit groupe, mais qui, pour ce domaine-là, faisait confiance à la personne et te permettait d'avancer un petit peu à ton rythme. Et du coup, c'est toi qui construisais de A à Z en fait ton petit bonhomme, quoi. Donc c'est bien parce que justement, quand on débute sa carrière professionnelle, surtout quand on est jeune, quand on travaille parfois, j'ai remarqué que quand on commence dans des petites boîtes, en fait, tu apprends très rapidement, tu montes très rapidement en compétences et souvent, c'est un peu plus facile après d'aller dans des grands groupes, histoire de faire valoir les compétences que tu aurais acquis en fait au préalable, justement, dans des entreprises à taille humaine. Donc, on remercie nos entreprises, nos petites entreprises, nos petites PME, TPE qui participent. Il n'y a pas le choix, parce que dans les petites entreprises, il faut que tu sois agile. C'est ça, exactement. À un moment donné, tu peux être effectivement à ton poste, mais sauf que tu vas être obligé de faire autre chose parce que tu fais partie de la vie de l'entreprise. Et il faut l'accepter parce que sinon l'entreprise, elle ne vivra pas. On ne peut pas se permettre d'avoir autant de personnes qui sont juste dédiées à un métier et puis tu ne vas pas à côté. Tu vois, c'est pas possible. Donc en fait, il faut être très agile. Donc polyvalent. Donc tu apprends énormément quand tu es dans des petites entreprises qui te permettent aussi de faire ça. Parce que tu as des entreprises peut-être petites qui ne te permettront pas de le faire pour des raisons de savoir-faire, etc. Mais sur des entreprises où tu as le commercial, tu as le technique, tu as le ménage, la gestion des stocks, tout fait partie aujourd'hui de… Voilà. Un couteau suisse en fait. Exactement, un couteau suisse. Ok, donc justement, juste après cette belle expérience-là, tu poursuis dans un grand groupe Orange. Où tu étais responsable adjoint en charge de l'animation commerciale. Ça, c'était sur la fin. La fin. Au début, oui. Comment pendant 2 ans et demi. Oui. Au début, en fait, j'ai pris un peu de risque. Quand je suis parti de chez Welcome, j'ai postulé chez Orange en intérim. Ok. Donc, j'étais avec une agence d'intérim qui faisait des missions pour Orange. Et donc j'ai dit, ok, c'est mon moyen de pouvoir mettre un pied dans une entreprise, un grand groupe. Je ne suis pas engagé par le grand groupe, je suis engagé par une entreprise d'intérim. Et du coup, mais je vais quand même pouvoir montrer mon savoir-faire dans le grand groupe. Donc je commence en remplacement d'une personne aujourd'hui qui était en congé maternité, je crois, ou en maladie, je ne sais plus exactement, bref. Je monte mon savoir-faire sur les premiers mois, savoir de quoi je suis capable, qu'en fait je suis agile, que je vais vite. Et à partir de là, je commence à me faire repérer par mon responsable
qui était présent sur la boutique, Oui. pas le responsable de l'agence d'intérim, mais le responsable de chez Orange. Oui. Et puis qu'à un moment donné, avec la reconduction de mes missions en intérim, ce responsable me dit « Mais attends, j'ai un CDI qui va s'ouvrir. Si tu donnes autant que tu donnes, je peux peut-être t'avoir le poste. Oui. » Donc j'ai tout donné Ouais. pour passer mon CDI. J'ai passé mon CDI du coup à un moment difficile de ma vie personnellement parce que mon père est passé près de la mort. Donc du coup j'ai eu un appel de l'hôpital la veille de mon entretien en CDI pour rentrer chez Orange qui me dit votre papa est en réanimation, donc il n'est plus conscient. Donc est-ce que vous voulez venir le voir? Et donc j'ai dit demain j'ai un entretien pour rentrer dans un grand groupe. Je fais mon entretien et après j'arrive. Donc le jour où j'ai passé mon entretien d'Orange, l'après-midi, je suis parti à Nantes, j'ai traversé la France pour rejoindre mon père. Ouais. Mais j'ai passé mon entretien et cet entretien a été validé parce qu'il y a eu tout un cursus, mais l'entretien final a été validé pour pouvoir rentrer dans ce grand groupe en tant que conseiller de vente du coup. Et ça c'était très important chez Orange, c'est pas vendeur, mais bien conseiller de vente. On conseille le client. C'est ça, c'est le terme est... Là, ton père, ça a dû être assez... émotionnellement parlant, assez important. Comment tu l'as vécu en fait? Comment tu as pu faire l'entretien? Est-ce que ça se voyait que tu avais une certaine pression? Déjà, je trouve assez impressionnant que tu dises je reviens, j'ai un entretien, dès que je finis. Moi, je me suis dit, bon, direct, tu lâches l'entretien, mais non, parce que peut-être que par expérience, de mes 16 ans à mes 20 ans, je crois, 20 ans quand je suis parti après en Auvergne, j'ai fait des saisons. C'est-à-dire que je me suis créé une carapace professionnelle où en fait, quand en restauration, tu es dans un service, tu ne peux pas sortir de ton service pour faire autre chose. Tu démarres ton service, il y a des gens qui attendent à manger et en fait, il faut les servir et donc tu dois être dans ton trend jusqu'à la fermeture de ton service. Donc je faisais des services en continu, ou le midi, ou le soir, tu vois, 15h, minuit. Et puis après, j'avais un deuxième travail. Je partais après en boîte de nuit travailler la nuit, où je faisais toute une nuit complète pour le service en salle. Et là, c'est pareil, on me faisait confiance aussi. Donc je ne pouvais pas rompre la confiance de mes employeurs, déjà très jeune. Donc j'ai eu ce moule qui a fait que, conscience professionnelle, tu as une entreprise qui te fait confiance, vas-y. Même si elle peut comprendre certaines choses, c'est le monde professionnel. C'est vrai. Donc on ne déroge pas de ça. Moi, je ne déroge pas de ça. Et puis derrière, oui, tu as la partie famille, personnelle, humaine, mais il faut bien scinder les deux. Et en fait, sur un moment comme ça, oui, c'est super dur. Tu sais que tu as une personne de ta famille qui est à l'hôpital qui peut-être ne te reparlera jamais. Mais c'est pas grave. Entre guillemets, tu sais que tu vas aller la voir. Mais derrière, moi, j'avais un entretien pour ce que je pensais être la carrière de ma vie. Tu vois, rentrer dans un grand groupe, chez Orange, je me disais, cet entretien, tu ne peux pas le louper. Tu vois, c'est pour tes 40 prochaines années, en arrondissant. Et oui, il y avait quelque chose d'important, mais c'est pas grave, j'y allais juste après. Tu vois, ça se décalait de 6 heures. De toute façon, mon père n'était pas conscient, donc je ne pourrais pas lui parler puisqu'il n'était pas conscient, donc ça n'aurait rien changé que je vienne le voir à 6 heures avant ou 6 heures après. Donc j'ai décalé, et puis du coup, je suis parti c'est impressionnant. Tu as eu cette capacité d'analyser très rapidement, voilà, il est actuellement inconscient, je ne pourrai pas, j'ai l'entretien, carrière future, en fait, il fallait que je fasse ça, ça, ça. Et finalement, c'est grâce aussi à les petits jobs que tu as eu à faire qui t'ont aussi donné un certain mindset, en fait, de voilà, conscience d'entreprise, conscience professionnelle, voilà, distinguo entre voilà, vie professionnelle, vie personnelle, comment, voilà. Et puis, ça te donne de la force. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose comme ça qui t'arrive, c'est pas malsain, mais en fait, si quelque chose de très dur comme ça t'arrive la veille d'un moment important, ça peut que te donner de la force. Tu vois, ça peut que te donner de la puissance en fait à faire ce que tu as envie de faire parce que tu es déterminé et tu sais que tu peux pas te louper. Parce que du coup, tu as pris ce choix-là, donc tu peux pas te louper. Et mon ancienne prof, Madame Lacoste, qui je lui dois beaucoup, avant de faire en BTS nos examens, elle nous mettait dans des conditions comme quoi on était nuls, comme quoi elle nous énervait. Elle disait qu'on était bon à rien, etc. Et 1 heure après, on faisait l'examen. On faisait l'échange oral, commercial. Et en fait, elle nous mettait tellement en tension. On se disait, mais non, en fait, ça nous énervait. Ça nous mettait tellement en tension que derrière, on vendait bien. Tu vois, dans les négociations qu'on avait, on avait de la dynamique, on avait cette capacité. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, quand j'arrive à avoir ce positionnement-là, c'est là que j'estime, je dis bien que j'estime, parce que peut-être que je ne le suis pas, mais c'est là que j'estime être le meilleur. D'accord. Et c'est pas malsain.
C'est vraiment que tu te nourris de choses difficiles et donc tu sais que ce que tu vas faire après, tu n'as pas le choix. Ouais, tu dois te donner à 100%. Exactement. D'accord. Tu as été justement, après ça, tu es monté en grade, en griffe et tu as été responsable. Ouais, j'ai fait mes plusieurs années du coup chez Orange en tant que conseiller de vente, vendeur leader, pour pouvoir après avoir un apprenti, etc. Et puis ensuite, on est venu vers moi pour pouvoir être responsable adjoint en charge de l'activité commerciale sur une boutique. Et c'est ce que je souhaitais faire. C'était ma perspective d'évolution de carrière. Responsable adjoint, responsable de boutique, puis ensuite monter chez Orange. J'étais calé là-dessus. C'était mon parcours. Mon parcours est en train de se créer. Ma deadline que je m'étais notée et que j'avais dit au tout début, lors de mes premiers entretiens, elle est en train de s'écrire. Il n'y avait rien de tel pour moi. Tout était aligné. Tout était parfait. Ça s'alignait bien. Perfect timing en fait. C'est ça. Ok. Donc, tu montes vendeur conseiller, vendeur leader, ensuite responsable adjoint en charge de l'activité commerciale. Est-ce que tu as senti une différence entre… Oh, forcément, mais quelle est la différence que tu as pu ressentir sur le plan managérial en termes de target, d'objectifs? Comment tu as vécu en fait le shift en fait en termes de grade ou de positionnement en N+1, N+2? Alors, tu es bien accompagné dans un grand groupe. Donc, tu es formé pour pouvoir faire et aller sur ce poste-là. Ça se fait bien. Ça se fait bien et en même temps, tu es un enfant. C'est-à-dire que tu es obligé d'apprendre tous les jours. C'est ça. Et puis surtout, tu ne dois plus faire comme tu devais faire avant. C'est-à-dire que pour moi, le client, c'est l'élément principal. Toujours. Customer centric. C'est ça. Le client, le client, c'est le roi. C'est ça. Mais comme moi, entre guillemets, j'aimerais l'être, le jour où je viens dans un magasin, si je me sens aujourd'hui bien accompagné, il y a peu de raisons pour que j'achète pas. C'est ça. Donc en fait, je souhaitais ça à tous les clients qui rentraient dans cette boutique, la nouvelle boutique dans laquelle j'étais. Sauf que tu n'es plus conseiller de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es responsable en charge de l'activité commerciale, tu dois développer l'activité commerciale. Tu aimerais que les choses se fassent comme toi, tu l'entends. Mais tu as une vraie difficulté à pouvoir la retransmettre. Puisque derrière, forcément, les personnes qui sont avec toi ne l'entendent pas de la même façon, ne le voient pas de la même façon, n'ont pas le même temps d'entreprise que ce que toi tu peux avoir. Donc il n'y a pas les mêmes ambitions. Donc tu es obligé d'être très agile, très agile. Et ça, c'est un apprentissage qui prend du temps, qui est difficile quand tu vois certaines choses qui ne te vont pas face aux clients. Et du coup, ça peut ronger. Donc il faut être vigilant. C'est deux métiers différents. Aujourd'hui, d'être conseiller de vente, d'être vendeur leader, d'accompagner un stagiaire, un apprenti, de pouvoir les amener à un point sur lequel ils ont une mission, tu vois, tu peux y arriver. Mais quand tu passes après dans un poste managérial, c'est-à-dire où tu dois manager des gens, attention, tu n'es plus dans le commerce. C'est ça. Tu passes dans, tu as l'atteinte des objectifs, mais tu passes dans du management. Et donc du coup, tu as de l'humain derrière. Et aujourd'hui, l'humain est en train de changer. On a des générations qui sont de plus en plus rapprochées et qui changent à une vitesse de dingue. Et en fait, tout le monde est différent, sauf que quand tu es dans une boutique aujourd'hui à vendre un produit et toi, tu l'as appris de cette façon-là et qu'aujourd'hui, ça change et ça change et ça change. Et il y a eu le passage du Covid. Je suis devenu adjoint après le Covid. Donc, on a eu des clients qui avaient peur. Aujourd'hui, la peur de l'autre, l'agressivité, de se dire il faut que je passe le moins de temps en boutique ou il faut que je passe le moins de temps avec d'autres gens. En fait, ça crée un climat, et c'est là où j'en parlais au tout début, le besoin essentiel. Je vendais un besoin essentiel. Si aujourd'hui le client n'avait plus de téléphone, et si aujourd'hui moi je n'ai plus de téléphone, ça peut être difficile. Parce qu'on vit tous les jours avec. On est connecté. On est connecté H24. C'est pour ça qu'on a été ouvert pendant le Covid aussi. C'est qu'on était un besoin comme la nourriture. On était un besoin essentiel. Donc à un moment donné, quand tu es dans ce produit-là, il peut arriver à un moment donné que tu subisses de trop. Tu vois. Et quand tu commences à subir de trop, soit en tant que conseiller, soit en tant que technicien dans les boutiques, à un moment donné, ça devient lourd. Et donc, cette friction, elle remonte forcément au supérieur. Tu vois, elle remonte à tes managers. C'est ça. Et c'est vous, en quelque sorte, qui encaissez, en fait. C'est ça. Et quand tu es dans un grand groupe,
tu es dans une cloche, dans la partie basse, tu es dans une cloche qui est enfermée. Et en fait, plus haut, c'est difficile pour eux de voir. Ouais. Ils n'ont pas une visibilité sur voilà, ce qui se fait en boutique. Exactement. C'est ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir justement sortir de cette cloche, de pouvoir aller sur un projet aujourd'hui chez Orange qui m'a amené avec le comité de direction d'Orange France à présenter un projet, une idée qui puisse faire changer l'entreprise de demain. Ça a été l'un de mes plus beaux projets chez Orange. J'ai eu une expérience de dingue sur Paris avec des personnes en or qui aujourd'hui m'ont montré que dans une entreprise, il y a vraiment des choses de dingue à pouvoir faire. Et en même temps, ça reste un paquebot. Voilà, une grosse entreprise, elle est très lente à faire bouger parce que tu ne peux pas faire bouger une entreprise aussi grande. C'est très processé. Exactement. Et des fois, on peut se sentir un petit peu avec un boulet au pied et une chaîne qui, tu vois, je t'en parlais avant, mais une chaîne qui te tire en arrière. À chaque fois que tu arrives à la tirer en avant, en fait, on rajoute du poids et puis elle te ramène en arrière. C'est ça. Donc ça en devenait difficile pour moi. Parce que je me disais, ok, là j'ai pu voir réellement haut ce qui était proposé. Je suis à mon niveau, j'essaye de faire bouger les choses. Ça le fait tellement peu, et il y a tellement peu de visibilité sur ce que j'ai mis en place ou qu'on a essayé de mettre en place avec l'équipe que j'avais, qu'aujourd'hui, je me suis dit, mais attends, c'est pas ce que je recherche. Réellement, c'est pas ce que je recherche. Et au moment où ça mentalement commençait à devenir difficile, ou que ça commençait où j'étais plus à ma place, je venais le matin au travail, c'était, là, j'ai 8 heures à faire. Tu prenais plus de plaisir en fait. Eh oui, mon plaisir en fait avait disparu, c'est je dois faire mes 8 heures. Je vais essayer de me concentrer sur un point, comme ça mes 8 heures vont vite passer. Mais j'étais plus dans je vais passer une bonne journée, ça va être une bête de journée, on va pouvoir avancer. Et quand ça commence à t'arriver, et là c'est compliqué. Puisque tu es dans une phase où tu as une aisance financière, tu as beaucoup de vacances, tu as des avantages que tu risques de perdre si tu arrêtes tout. Tu vas dans le néant. Si tu quittes tout, tu as quoi derrière ? Parce que tu quittes un grand groupe, ça fait 7 ans et demi que tu t'es construit dedans, tu avais une perspective de carrière, ton cerveau s'est imbriqué. Formaté. Comme ça. Tu vois, mon père, avec l'entretien, j'ai créé mon parcours se déroulait bien. Et d'un coup, tu te dis, mais en fait, tu t'es planté. Donc ça, c'est dur. Il faut pouvoir l'accepter, de se dire, tu t'es trompé. Et en fait, pour moi, ça a été une réelle difficulté de se dire, oui, tu as fait une erreur. Et en fait, c'est pas une erreur. Mais tu t'es trompé dans la perspective que tu avais envie d'avoir. C'est pas celle-ci qui va te convenir pour toute ta vie. Tu partages beaucoup de choses et j'avais envie de rebondir sur plusieurs choses que tu as pu dire. Justement, toi, tu avais des ambitions. Mais malheureusement, heureusement aussi, en avançant, tu as pu toucher du doigt ce que tu voulais, mais après, tu t'es rendu compte que c'était en déphasage, en quelque sorte, avec ta perception de vie dans la globalité, pas seulement de carrière. Et c'est justement là, à ce moment-là, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais ? Je continue, ou soit je prends un autre virage. Quoi que ça puisse être différent, je l'assume, mais dans l'optique de, d'être heureux. Parce que là, tu nous disais tout tantôt, tu avais certes tous les avantages, mais tu perdais en griffe l'avantage de ta vie, en fait. Et donc, justement, après Orange, tu intègres Clermont Loisirs, concessionnaire, comme je le disais en préambule, concessionnaire officiel Can-Am en Auvergne. Je ne suis pas très étonnée, en réalité. Puisque de base, tu as un cursus aussi un peu mécanique, tu es quand même passionné d'automobile, de tout ça. Mais comment tu en arrives là ? Chez Orange, donc comme je te disais, chez Orange, ça faisait un moment que je prenais plus de plaisir à aller travailler. Et donc du coup, que ça devenait difficile de lier, pour le coup, là, pro-perso. Même si tu scindes les deux, à un moment donné, en fait, ça vient manger sur le perso. C'est ça. Et ça en devient dangereux. Donc, vu que ça faisait longtemps, que je trouvais pas d'issue, etc., en fait, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire et je voulais pas arrêter parce que j'avais rien derrière. Et sur le début de l'année 2024, Michael et Thomas, du coup, qui sont les deux gérants aujourd'hui de Clermont Loisirs, sont venus vers moi en m'expliquant que ils avaient un besoin et qu'aujourd'hui, pour ce besoin-là, ils avaient besoin d'une personne, d'un humain.
Et ils m'ont dit, écoute, on sait que tu es chez Orange, mais est-ce que tu serais prêt à faire le saut et à nous rejoindre dans notre belle entreprise? Et du coup, en fait, c'est là où j'ai pas réfléchi, quoi. Je me suis dit, là, les étoiles, elles s'alignent. Je vais travailler avec des amis, mais des amis dans lesquels j'ai 100% confiance. Je connais leur point de vue, je connais leur façon de faire, leur façon de travailler. Je suis calqué à ce qu'ils font, c'est-à-dire que la remise en question, elle est présente. Ça ne fonctionne pas, on saura en parler. Et puis ça fonctionne bien, et on avancera x10 avec une belle grande vitesse. Donc j'ai dit en fait, let's go. Là, il n'y a pas à réfléchir, fonce. Fonce. C'est un saut à l'élastique, vas-y. Mais tu reprendras du sens à ce que tu fais. Et surtout, tu n'iras plus au travail en disant j'ai 8 heures à faire. Tu vois, et ça, je te garantis, Jessica, que quand tu arrives à lier le plaisir au travail et que réellement tu sais que c'est ce qui t'anime, d'accord, parce que chez Orange, j'aimais la vente, j'aimais le produit. Mais quand je prends du recul, j'ai jamais eu cette sensation de venir au travail avec aujourd'hui une sensation de ne pas travailler. J'étais toujours à la boutique va s'ouvrir, je dois accueillir le client. Depuis le début, j'avais ça. J'ai jamais eu ce feeling de bien-être et puis de pouvoir se dire, oui, la boutique, elle est ouverte, mais on va faire ça aujourd'hui, on grandit des projets, on va dans plein de sens différents, on voit que ça se construit, on voit que ça avance, c'est du concret. C'est tout ce que j'ai recherché aujourd'hui. Et puis, pour la petite anecdote, oui, aujourd'hui, en fait, je retouche à de la mécanique parce que on peut aller de temps en temps changer un pneu à l'atelier. Et puis, on a la partie conseil client à l'avant, forcément, pour vendre nos véhicules. Et puis surtout, on a la partie marketing avec la photo. J'aime la photo, j'aime la vidéo. Aujourd'hui, je suis libre de faire ce que j'ai envie dans le sens de l'entreprise dans laquelle on veut aller. Et ça, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux. Tu arrives en fait à combiner toutes tes passions, que ce soit en commercial, que ce soit en vidéo, que ce soit en photo, et à faire converger tout ce que tu aimes en fait pour faire avancer justement l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ok, moi j'ai une question aussi. Donc là, tu as rejoint des potes à toi avec qui vous êtes alignés en termes de vision, en termes de façon de travailler aussi. Est-ce que travailler avec ses potes, tu n'appréhendais pas le fait de travailler avec tes amis quand même, je ne sais pas. Et s'il arrivait, pas d'appréhension. Tout le monde m'en a parlé. Aujourd'hui, déjà, je les en remercie de m'avoir accueilli dans leur entreprise. Je leur en serai jamais autant reconnaissant que parce que c'est même pas des mots. C'est aujourd'hui ils m'ont donné une porte de sortie. Et je sais pas s'ils peuvent se rendre compte aujourd'hui de la sortie qu'ils m'ont offert. Mais tout le monde me disait tu vas travailler avec des amis, fais attention, ça peut être difficile. Non, parce que j'ai toujours été très clair et je sais qu'aujourd'hui je peux le faire. C'est-à-dire partir si demain ça ne va pas. J'ai toujours été très clair sur si ça va pas, on en parle tout de suite. Et puis on se dit pourquoi ça va pas. Puis si à un moment donné l'entreprise elle est en difficulté parce qu'ils ont fait un mauvais choix dans le fait de me trouver, et dans ces cas-là il faut le dire, je quitte. Tu vois, non mais c'est pas grave. Tu vois, je change parce qu'en fait je suis le dernier élément qui est arrivé. Je ferai en sorte et je fais en sorte que tout aille bien et que ça se passe bien, etc. Mais ça peut arriver. Et c'est des amis. Et avant tout, c'est des amis. Donc je veux pas perdre mes amis. Donc je travaille avec des amis qui aujourd'hui ont fait grandir l'entreprise dans laquelle aujourd'hui ils ont leur vie. Mais si demain il y a quelque chose qui ne va pas, moi je veux que ça reste des amis. Donc en fait je fais le départ par moi-même parce qu'on en aura parlé. Mais je ne pense pas que ça arrive parce qu'aujourd'hui Moi je te le souhaite. Une entreprise, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui pourrait nous tomber Mais en tout cas, tout est prévu pour que tout se passe bien. Ok, vous avez été clair depuis le départ. Et ça, c'est l'importance. En fait. Être clair, quand on travaille avec des amis, être clair tout de suite sur mais si ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce qu'on se fait. Et on sait qu'on est des amis, donc on sait qu'on est des personnes aujourd'hui droites, qui à un moment donné, si ça se passe comme ça, on se le dit. On se te dit cash. Stand by, stop. Okay. Donc vous avez été clair en fait, ça c'est très bien. Moi je veux savoir. Donc aujourd'hui, tu es aligné en fait avec... Est-ce que tu vois ça comme une reconversion professionnelle? Je voulais savoir. Non. Non, pas du tout. Aujourd'hui, tout ce que j'ai appris me permet d'être indépendant dans ma tâche aujourd'hui, dans mon action. Peu importe ce que l'on souhaite faire. J'ai acquis beaucoup d'expérience pour pouvoir, entre guillemets, le faire de façon intelligente.
Et ça, du coup, c'est du plus. Et dans n'importe quel métier, que ça parte de la restauration, où tu sais que tu es dans le jus dans un service, ben là, à un moment donné, quand tu dois avoir 10 clients sur la concession qui te demandent quelque chose, tu es dans un jus. Donc en fait, tu sais comment le gérer, du moins, ton corps sait comment s'adapter. Même si des fois, ça peut être un peu stressant, etc. Tu as ce réflexe, si tu veux, que tu as pu avoir avant. En mécanique, aujourd'hui, je touche encore à de la mécanique, pour des pneus ou autres, mais en mécanique, tu apprends à ne pas faire d'erreur. Si à un moment donné tu te plantes, le client il a un accident, c'est de ta faute. Donc du coup, tu apprends à être rigoureux. Donc cette rigueur aujourd'hui, tu l'appliques sur ta partie stratégie commerciale, sur ta partie développement, sur le sens que tu dois donner à ce que tu fais aujourd'hui qui aura de l'importance demain. Et petit à petit, en fait, tout a de l'importance dans ce que tu as appris, dans ce que tu as acquis, et tu as juste à le redistribuer correctement sur cette nouvelle entreprise. Mais j'ai pas de reconversion professionnelle. C'est ça. Donc aucune connaissance en fait ne se perd. Non. Tu réapprends juste ton produit. C'est ça. C'est ça. Du coup là, nous sommes dans les locaux de Can-Am et ce sont des véhicules de plaisir. Bon, récréatifs. Récréatifs, ok. Tu peux nous dire en fait qu'est-ce que c'est l'utilité? On veut en savoir plus parce que je ne connais du tout pas. Donc Can-Am, c'est une marque canadienne. Qui est sous la chapeaute de la marque BRP. BRP, oui. Bombardier Recreative Product. Ok. T'as vu mon anglais? Yes, very good. J'ai pas compris ce que t'as dit. Bombardier Recreative Product, aujourd'hui, a plusieurs marques. Dont Can-Am, qui, Can-Am aujourd'hui, fait ce qu'on appelle le on-road, donc les véhicules à 3 roues. D'accord, c'est des motos ou des tricycles à moteur, 2 roues à l'avant, 1 roue derrière, avec un guidon, avec un moteur qui développe de la puissance et qui aujourd'hui t'apporte la sensation de liberté de la moto, mais dans une conduite différente. D'accord, ça remplace pas la moto. Peut-être pour certains qui aujourd'hui n'ont plus la capacité physique ou la peur de conduire une moto peuvent aller dessus, mais c'est pour avoir un loisir autre que la moto. Je suis motard, je ne me passerai pas de ma moto. Par contre, conduire un 3 roues m'offre une nouvelle opportunité et une nouvelle expérience qui aujourd'hui est incomparable. Donc Can-Am, c'est la partie on-road avec les véhicules 3 roues, et maintenant les motos électriques en 2 roues, mais que nous, on n'a pas pris sur la concession la carte. Et puis après, tu as la partie off-road, donc la partie quad, ou SSV, pardon, side by side, véhicules côte à côte, ce qu'on appelle aussi les buggy. Donc c'est les véhicules à 4 roues, tu es assis dedans avec un volant. Ces véhicules off-road aujourd'hui sont aussi de la marque Can-Am. Et quand on remonte et qu'on regarde BRP en fait, c'est les motos des mers avec Sea-Doo pour les jet skis. C'est la moto neige avec Ski-Doo ou la marque Le Lynx pour les motos neige qu'on voit dans les stations de ski. C'est les moteurs Rotax, première marque au monde de moteurs et le motoriste aujourd'hui le plus connu au monde. Rotax, un moteur autrichien. Donc c'est BRP. Et puis après, il y a des marques de bateaux internationales qui sont présentes aussi, 5 marques de bateaux internationales à fond plat chez BRP. Donc BRP, aujourd'hui, c'est une entreprise de loisirs récréatifs qui a différentes marques en dessous d'elle, dont Can-Am. Et Can-Am, on a la carte aujourd'hui Can-Am pour le on-road et le off-road. Off-road, ok. C'est très intéressant, c'est limite passionnant parce que voilà, moi, je n'ai pas cette visibilité sur le produit. Tu es passé quand même de la téléphonie, des telcos, à un produit récréatif, comme tu le disais. Ce n'est pas quelque chose dont le client a forcément besoin, mais il vient se le procurer parce qu'il a envie de se faire plaisir, justement. Quelle est l'approche? Parce que là, c'est 2 approches diamétralement opposées. Quelle est l'approche, en fait, quand tu passes d'un produit dont le client a besoin à un produit récréatif? Quelle est l'approche que tu as au quotidien? Là, il a fallu réapprendre. Encore une fois, comme un enfant. Il a fallu réapprendre l'écoute du client sans lever le timing de ton entretien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas timé avec tes clients, tu n'es pas timé à avoir un quart d'heure d'entretien pour vendre une machine. Donc en fait, en téléphonie, tu ciblais très vite le besoin et tu trouvais la solution, ou du moins tu amenais la solution très rapidement sur celle que le client attend plus ou moins. Là aujourd'hui, c'est bien différent. Le client veut se faire plaisir. Il faut savoir comment il veut se faire plaisir, de quelle manière. Il ne connaît peut-être pas nos véhicules, il ne sait pas comment les véhicules fonctionnent. C'est ça. Donc l'approche, elle est beaucoup dans l'écoute et dans qu'est-ce qui va l'animer dans ce qu'il aura.
son véhicule, sa façon de conduire, sur quel type de route. Et à partir de là, tu commences à construire une machine qui va lui offrir cette sensation de plaisir qu'il avait envie d'avoir et qu'il a toujours envie d'avoir, puisque c'est sur presque l'instant T que tu saisis cette envie. Après, elle peut vite partir comme elle est vite arrivée, tu vois. Donc, il ne faut pas lâcher ton client. Il faut continuer de le suivre, le relancer. Voilà, il ne faut pas lâcher ton client. C'est des véhicules aujourd'hui qui sont à certains prix. Tu ne vends pas un iPhone à 1 000 €. C'est ça. Voilà, même si 1 000 € pour la téléphonie c'était cher, tu ne vends pas un iPhone à 1 000 €. Donc tu réapprends ta façon de faire, mais en même temps tu n'en oublies pas que tu es face à un client, que tu vas accompagner, que tu vas conseiller, tu vas lui faire vivre des belles expériences. Et tu vas lui créer une nouvelle passion. Et vu que tu es passionné, partage ta passion. Il ne faut pas avoir peur parfois de trop en dire. Tu vois, des fois dans les cours de vente on apprend ça. Ne parlez pas trop, parce qu'en fait, à un moment donné, vous n'écoutez pas votre client. Oui, et en même temps, si tu amènes ton histoire au client, le client sera réceptif et il va dire, peut-être, il va dire, mais c'est ça que je veux vivre en fait, c'est ce que vous me partagez. Et souvent ici, on nous dit, mais vous êtes des passionnés, et en fait, c'est ça qui nous donne envie aujourd'hui de vous acheter un véhicule. C'est ça. En fait, vous partagez votre passion pour ces différents véhicules-là. Et en la partageant, en fait, le client dit « Ouais, je veux l'acquérir. Je veux venir avec vous faire ça. Parce qu'en fait, vous m'avez donné envie. » Donc, c'est une autre approche qui est plus sur la longueur, mais qui est aussi avec plein de petites subtilités où il faut vraiment créer une histoire de ce que tu vis et ce que tu as vécu pour projeter le client. Et là, la projection est hyper importante. Ok, parallèlement, en termes de... Là, c'est la partie purement commerciale. Mais également, tu allies aussi ta passion, dont on parlait tout à l'heure, la photo, la vidéo. Comment tu l'intègres en fait au quotidien, ici? Alors, on avait un besoin, du moins, on s'était dit, aujourd'hui, on aimerait rajeunir. C'est pas péjoratif ou quoi, mais les 3 roues peuvent être pour des clients qui, comme je t'ai dit, n'ont plus forcément la capacité de faire de la moto ou autre. Le quad, c'est pareil, il faut avoir quand même une certaine aisance financière pour arriver dans le monde du quad. Donc on avait aussi cette idée de se dire, en fait, il faut qu'on rende accessible Can-Am un peu à tout le monde. Démocratiser en quelque sorte. Exactement, donc il faut qu'on rajeunisse l'image aujourd'hui de la concession et de la marque pour pouvoir toucher des personnes plus jeunes, une cible plus jeune. Et à partir de là, on s'est dit, c'est la communication par les réseaux. C'est ça. Donc, par mon petit savoir-faire, parce que voilà, c'est plus une passion qu'un savoir-faire, je dis, pourquoi pas essayer en fait, à un moment donné, de se mettre en avant, de faire des vidéos. On essaye, ça coûte rien, les gens, ça va leur plaire. Normalement, de voir faire avec une action, etc., ça va plaire. Forcément. Et donc, ça fonctionne, je l'espère. Ça fonctionne plutôt bien, puisqu'on a réussi à faire descendre aujourd'hui la moyenne d'âge sur les réseaux. Et nos réseaux ont commencé à prendre. Et aujourd'hui, on est vu localement sur beaucoup de vidéos. Et puis les gens, certains clients viennent nous voir en nous disant « Mais je vous ai vu sur les réseaux, je ne vous connaissais pas avant, parlez-moi un peu de vos véhicules, ça donne envie. » Donc c'est que ça fonctionne. Donc on essaye de lier aussi cette partie un petit peu passion digitale sur ce nouveau métier. Je vous suis d'ailleurs sur Instagram, je crois. En fait, je ne suis pas du tout de l'univers, mais bon, vous savez, les feeds vidéo et tout, c'est trendy, c'est accrochant en fait. Donc je regarde, je me dis, ah ouais, pas mal. C'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, tu as eu à vivre beaucoup de choses dans ton parcours. Ton jeune parcours, quand même, c'est à peu près, bon, c'est pas jeune, mais c'est quand même 15-16 ans de carrière. Déjà. J'ai des cheveux blancs, non? Oui, un peu. 15 ans de carrière. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune, en fait, qui, pour le moment, ne sait pas encore quoi faire? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, en fait, pour prendre sa vie professionnelle en main? Qu'il touche à tout. Qu'il touche à tout. En fait, ne pas se dire, je vais rester aujourd'hui dans mes études, je vais pousser mes études, faire entre guillemets plein d'études pour voir un petit peu ce qui me plaît. Non. En fait, sécurise-toi avec un diplôme. Parce qu'un diplôme reste un diplôme. Tout à fait. Que tu aies un BTS de vente ou que tu aies un BTS de technicien, etc., dans l'électricité ou n'importe quoi, sécurise-toi avec un diplôme. Une fois que tu t'es sécurisé avec un diplôme à Bac+2, parce qu'aujourd'hui ça ne sert à rien d'aller trop loin. Il ne faut pas se leurrer, les entreprises aujourd'hui à des Bac+8, quand tu vas arriver dans une entreprise, elle va te dire, mais bon, en fait, tu sors de l'école, tu sais rien faire. Tu crois qu'on va te donner 3 000 €? Ben non.
Donc, il ne faut pas s'attendre à ça, parce que ça, on peut le voir beaucoup. Je l'ai vu en recrutement chez Orange, des personnes qui tout de suite, en prétention salariale, me disent « je veux tant ». Mais en fait, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, tu as un diplôme, mais il va falloir que tu apprennes pour pouvoir avoir tant. Ouais. Et ça, aujourd'hui, mon conseil, c'est de toucher à tout très tôt, par des saisons, par des week-ends, aller travailler à droite à gauche, pour savoir ce qui nous anime, et ensuite commencer à prendre la direction qu'on a envie de prendre pour la suite. Ouais. Je rebondis sur ce que tu es en train de dire, parce que je fais un bac+5. Je fais un bac+5, mais en fait, c'est justement ça aussi. L'alternance aussi, c'est ce qui permet aussi de faire valoir des compétences. C'est vrai que bon, c'est aussi très junior. On ne peut pas sortir et se dire, voilà, je vaux 5 000. Après, ça dépend. Si je vaux 5 000, je vaux 5 000. Chacun, ça dépend de chacun, en fait. Comment tu arrives à te faire valoir. Faire valoir tes compétences aussi, aussi minimes qu'elles puissent être. Si tu es en phase avec ce que tu apportes, c'est-à-dire que tu montres que tu es capable de… La valeur ajoutée. Exactement. Et que tu vas amener ça par de la preuve, parce qu'il faut prouver aujourd'hui pour justifier ce que tu as dit. Si tu amènes ça et que tu demandes ça, ben, tu es censé avoir. Mais par contre, au début, tu ne peux pas arriver en disant j'ai tant. Imposer quelque chose. Quand j'ai commencé à chercher mes premiers emplois, on m'a dit tu seras payé tant. Eh bien d'accord. En fait, oui. Mais par contre, je rentre chez toi et je suis content de rentrer chez toi. Et puis aujourd'hui, parce que mon CV s'est rempli, parce que mes compétences se sont enrichies, je peux prétendre à dire je vaux tant. Tu vois, c'est là où c'est important de ne pas arriver à ses débuts, sorti d'école, en disant je vaux tant. Mais tu vaux tant de quoi en fait? Tu as appris de la théorie. Tu ne sais pas de quoi est faite la pratique. Et ta pratique va peut-être être totalement opposée à la théorie que tu as appris. Et c'est souvent ce qu'on voit aujourd'hui. Ça a fait apprendre une certaine logique, mais en fait, la pratique est totalement différente de la théorie. Donc, tu ne peux pas demander tant. Parce que ce que l'entreprise souhaite, elle te dira plus tard si oui ou non, c'était ce que tu lui as montré. Tu le sauras très rapidement. Bah oui. La performance, elle s'évalue en 2-2. Elle s'évalue rapidement. Et en même temps, il faut l'avoir sur le long terme pour être sûr que ça colle bien dans l'endurance. Ok. Donc, actuellement, tu es épanoui, tu es chez Canam, tu fais ce que tu aimes. Avec des gens que j'aime. Avec des gens que tu aimes, et c'est très intéressant. Du coup, de ce virage que tu as pris, qu'est-ce que tu retiens en fait? Qu'est-ce que tu retiens, que tu pourrais partager avec nous? Alors, c'est dur pour moi de dire ça parce que je suis quelqu'un je ne m'écoute pas. Voilà, personnellement, je ne m'écoute pas, mais c'est s'écouter. En fait, je me serais écouté plus tôt. Peut-être que j'aurais peut-être pas franchi le pas de passer adjoint ou chez Orange. Je serais resté conseiller de vente. Alors forcément, le parcours m'aurait peut-être même pas amené ici. Donc mon parcours m'a fait qu'aujourd'hui, je suis à la bonne place. Et ça, c'est génial. Bien sûr. Mais si on devait, entre guillemets, retenir quelque chose, c'est de pouvoir s'écouter. S'écouter. Constamment. Pour être sûr qu'on soit bien en lice avec ce que l'on souhaite. D'accord. On dit souvent que le métier qu'on fait nous définit. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu estimes que ton parcours définit qui tu es? Par exemple, si demain tu perdais, mais si tu n'avais plus tout ce que tu as actuellement, comment tu te définirais? Question difficile. Si j'ai plus… Si tu veux préciser, si j'ai plus le métier dans lequel je suis aujourd'hui, si tu ne fais j'ai plus rien. T'as plus rien. J'ai plus de métier. T'as plus rien. Comment je me définirais? Je me définirais perdant. C'est dur, mais je me définirais perdant parce que je me remettrais en question et je me dirais mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu n'as plus rien et que tu avais quelque chose qui te plaisait et du coup tu as tout perdu. Pour moi là j'aurais fait une erreur quelque part. Je vais peut-être reformuler la question. Est-ce que toi ton métier actuellement te définit? C'est-à-dire sans ton métier tu n'as plus d'identité. Est-ce que tu penses que Oui, aujourd'hui mon métier fait partie de ma vie, à 100%. À 100%. Je suis quelqu'un qui va peut-être s'impliquer plus professionnellement, 70% pour 30% personnellement. Mais oui, je professionnellement, Bonjour. ça fait partie de ma vie, le professionnel. Du coup, est-ce que ça déborde pas aussi un peu sur ta vie personnelle? Si. Beaucoup?
Si, mais j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui aujourd'hui le comprend et sait aussi me dire parfois, et pas de façon subtile, me dire que elle a envie aussi de faire d'autres choses à côté. Et puis du coup je l'entends et du coup je me dis ah oui. Et du coup je reviens en arrière. Et puis je reviens en arrière. Je m'adapte et puis je fais à côté ce que j'aime faire aussi avec cette personne. En plus de t'écouter, tu l'écoutes aussi. Il faut. J'écoute beaucoup de gens quand même. Oui, ça fait beaucoup. Des voix qui... En fait, je ne sais pas si je suis sur Terre ou pas aujourd'hui. Romain, vraiment, merci. Je suis très contente de cet échange, je dirais, très simple qu'on a eu, où tu t'es vraiment livré, tu nous as partagé aussi des conseils. Moi, je pense que ton parcours va inspirer. Bon, je le dis souvent dans le JC Talk, le parcours va inspirer, mais c'est parce que je vais justement à la rencontre de cette personne-là qui peut inspirer des jeunes comme moi, qui se construisent petit à petit. Et je crois qu'en entendant, tout comme quand on lit un livre, en fait, en écoutant des personnes, on peut savoir, voilà ce que je veux faire, voilà la direction que je veux donner à ma vie. Et même si, ça ne sera pas peut-être linéaire, on aura à rebondir comme toi, mais même en rebondissant, en fait, le parcours qu'on a pu avoir, on capitalise toujours dessus et on avance en fait. Donc je ne sais pas, est-ce que tu as un dernier mot à donner à notre chère communauté du JC Talk? Tu peux t'adresser à la caméra. Petit mot de la fin, aujourd'hui, se dire que voilà, le chemin n'est jamais tout tracé parfaitement. Il faut savoir parfois emprunter des sentiers battus et pouvoir après raccrocher la route un peu plus tard. Il ne faut pas hésiter à le faire. C'est pas grave, ce sera un peu cabossé. Ça va surtout faire plein de souvenirs aussi, ça va enrichir ta vie. Et puis après derrière tu raccrocheras la route de la meilleure des façons. Mais en tout cas merci à toi d'être venu. Merci à toi. Tu as fait de la route. Voilà, Paris c'est pas à côté. On a la meilleure ligne ferroviaire il me semble pour venir en Auvergne. Donc du coup merci à toi d'avoir fait cette expédition. Et puis c'était un grand plaisir de t'avoir connu dans ma vie puisque du coup tu as fait partie de ce parcours. Et c'était une très belle rencontre. Plaisir partagé, monsieur Romain. Je dis, en fait... Monsieur Romain, ça c'est rigolo ça. Elle n'aura jamais réussi à me dire tu une seule fois. Mais si. Merci à toi pour tout ce que tu as partagé. Je suis très contente qu'on ait pu échanger. C'est très riche et j'ai hâte qu'on puisse balancer tout ça sur les réseaux. Merci d'avoir suivi cette interview avec Romain Légiard. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos interviews avec des personnes de qualité. Et on se donne rendez-vous pour le prochain interview dans le JC Talk. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Au revoir.